Ok, on va reprendre, on va essayer de tenir pendant 1 heure et demie sur des pathologies et des épidémies virales. Et ce que je vais faire, c'est, on va commencer par des généralités sur les infections virales. Un concept qui va être important, c'est la neutralisation des virus par des anticorps et qui est lié au concept de ce que c'est qu'un sérotype viral. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder un petit peu le virus de la grippe et les deux processus qui sont très importants pour comprendre le fait qu'on a des infections récurrentes à ce virus, c'est la dérive et le saut antigénique. Je ferai un petit détour sur les zoonoses et pourquoi les zoonoses sont... ou pourquoi les infections hautement pathogènes semblent être souvent des zoonoses. Ensuite, je vais switcher de virus et on va regarder un petit peu sur le poliomyélite et les enjeux de la vaccination et l'éradication. Et on terminera par les actualités avec le Covid-19 ou le SARS coronavirus 2. Donc, généralité pour les infections virales. Donc, c'est comme n'importe quel agent infectieux. Un virus a besoin de mode de transmission, une route d'infection, une voie d'entrée dans l'organisme. Et évidemment, un virus se réplique dans une cellule de l'hôte. Donc, le contact initial doit permettre au virus d'accéder à une cellule vivante dans l'hôte. Donc, c'est pour cette raison-là que ce sont les muqueuses qui sont le site principal d'infection initiale pour n'importe quel virus. Donc ça peut être des muqueuses gastro-intestinales, respiratoires ou génitales. Et évidemment, le site de l'infection va un petit peu déterminer quel est le mode de transmission. Okay, donc pour une virus qui va s'impliquer dans l'intestin, il va vous infecter par voie orale. Un virus qui se réplique dans les muqueuses respiratoires va vous infecter par inhalation ou éventuellement par une transmission buccale. Les virus qui se répliquent dans les muqueuses génitales vont avoir une transmission sexuelle. Donc par exemple, voie orale, rotavirus, virus de la poliomyélite sont des virus qui se répliquent dans l'intestin, sont transmis par voie fécale orale. Virus respiratoire, grippe, rhinovirus, adénovirus, et le Covid-19, et voie sexuelle, VIH, papillomavirus et virus de l'hépatite B par exemple. Alors la peau, très rare d'avoir des infections virales directes à la peau. Évidemment, la surface de la peau, la partie externe est composée de kératinocytes mortes. Donc, ce sont des cellules qui ne peuvent pas supporter une infection virale. Donc, il y a rarement quelques virus qui arrivent à vous infecter à la peau juste par des petites abrasions, les micro-cupures, comme les papillomavirus qui sont responsables des verrues plantaires. On a une infection directe sur la peau. Certains poxvirus qu'on trouve chez les enfants qui donnent des sortes de petites lésions sur la peau. Rien de très dangereux. Mais la plupart des transmissions sur un site cutané sont plutôt les virus qui sont transmis par des arthropodes où le virus sera injecté en subcutané par le vecteur. Donc fièvre jaune, dengue, transmis par des moustiques, ou divers fièvres et encéphalites qui peuvent être transmis par des tiques. Donc des gens qui font la chasse, qui font de la randonnée en forêt, en sandales et pas en chaussures de marche, vous pouvez vous faire mordre par des tiques. Et ces tiques-là peuvent transmettre des virus qui normalement circulent dans les animaux sylvestres. Et vous pouvez avoir une sorte de fièvre transmise par des tiques. Fièvre virale transmise par des tiques. Donc, notre mode de transmission majeur, c'est par le sang. Transfusion sanguine,
utilisation de drogues injectables, ou, bizarrement, mais on y pense moins, mais c'est néanmoins un mode de transmission de virus, greffe d'organes. Donc, transfusion sanguine était très importante pour les épidémies de VIH, hépatite B, hépatite C. Pas que la transfusion sanguine, aussi d'autres pratiques médicales qui peuvent, le praticien, le dentiste ou quelque chose comme ça peut utiliser le même matériel d'une personne à l'autre sans vraiment le nettoyer proprement. Ça, c'est très important pour la transmission du virus de l'hépatite C dans les pays du Moyen-Orient, ça. Greffe d'organes, si vous êtes malheureux et vous avez besoin d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques, des fois ça peut transmettre des virus, des herpès-virus qui restent en latent dans les cellules, pas forcément les cellules souches, mais en tout cas dans la moelle osseuse, et du coup vous pouvez avoir une activation de l'infection via la greffe de cellules souches hématopoïétiques ou d'organes solides des fois. Dernier mode de transmission très important, à ne jamais oublier, transmission mère-enfant. Donc ça peut être in utero pour certains virus ou périnatal lors de l'accouchement. Lors de l'accouchement, lors de l'accouchement, l'enfant va être mis en contact via ses muqueuses buccales ou respiratoires, sera mis en contact avec du matériel infectieux chez la mère, éventuellement le sang, sécrétion vaginale, donc le bébé peut être infecté dès la naissance. Très important pour le virus de l'hépatite B, ça. C'est le moteur principal du maintien du virus de l'hépatite B en Afrique australe. Transmission mère-enfant. Donc ça c'est périnatal, ça peut aussi être via l'allaitement. Donc le VIH peut être transmis par l'allaitement. Donc si on veut contrôler les maladies, les infections virales, c'est très important de bien comprendre les différents modes de transmission pour mettre en place des stratégies de lutte pour contenir le virus. Ok, donc une fois qu'on est infecté, qu'est-ce qui va se passer? On a deux types de schémas. Donc l'infection peut rester localisée, c'est-à-dire que la réplication virale sera restreinte au site initial de l'infection. Et dans ce cas-là, on n'aura pas de virémie, c'est-à-dire pas de virus détectable dans le sang. Et dans la majorité des cas, on aura une période d'incubation courte. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire c'est le laps de temps entre l'infection et l'apparition de symptômes. C'est ça la période d'incubation. Donc, pour des infections localisées, souvent c'est court, moins d'une semaine. Donc, typiquement pour ça, rhinovirus, grippe, rotavirus. Donc, les symptômes sont provoqués directement par la réplication du virus sur le site initial de l'infection et le temps d'incubation est court. À côté de ça, on a des infections généralisées. Et dans ce cas-là, l'organe cible, là où sont déclenchés les symptômes que l'on peut détecter, est distante du site initial de l'infection. Et pour passer du site initial de l'infection vers l'organe cible, le virus doit passer par le sang. Donc on aura une virémie détectable à un moment donné. Et puisqu'on va avoir plusieurs cycles de réplication virale sur le site initial de l'infection, ensuite une colonisation de l'organe cible, ça prend plus de temps avant de développer des symptômes. Donc les périodes d'incubation sont plus longues, 1 à 3 semaines, voire plus d'un mois. Donc ça, c'est le virus de l'hépatite A, par exemple. L'organe cible, c'est le foie. Le site initial de l'infection, c'est l'intestin. La rougeole, site initial de l'infection, c'est les muqueuses respiratoires. Là où on voit des symptômes, c'est sur la peau, les éruptions cutanées, donc c'est un site distant. Et aussi, on a une réplication dans de multiples organes lors d'une infection par la rougeole. Ce n'est pas juste des petits trucs sur la peau, on a énormément de réplications dans le foie, dans le rate, et c'est la force, et dans le poumon, et c'est ça qui rend ce virus très dangereux. Pareil, VIH, site initial de l'infection, la muqueuse génitale, et l'organe cible, ce sont les organes lymphoïdes secondaires. Ok, donc ça c'est deux schémas. Une fois qu'on a les symptômes qui se déclenchent, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a
différentes schémas de développement ou de progression des infections virales. La plupart du temps, quand on pense à une infection virale, on a quelque chose qu'on pense à une infection aiguë. C'est-à-dire qu'on va se faire infecter, le virus va se répliquer très très rapidement, on va avoir des symptômes et les symptômes vont disparaître. Donc une grippe saisonnière, un rhume, quelque chose comme ça. Donc ouais, la plupart des cas de l'hépatite A, ça va être comme ça. Vous allez avoir une jaunisse parce que vous avez mangé quelque chose de pas très sain et ça va se régler tout seul. De l'autre côté, on a des infections virales aiguës qui sont extrêmement mortelles. Donc vous allez avoir une réplication du virus à des niveaux très très élevés, des symptômes qui sont sévères, et puis ben, voilà, vous allez mourir. Donc ça c'est typiquement la rage. Si vous présentez avec des symptômes de la rage et vous n'êtes pas pris en charge sans intervention médicale, c'est 100% de mortalité. Virus Ebola, bon pareil, vous allez avoir un taux de mortalité pour le virus Ebola Zaïre, 50-60%, 75%. Donc extrêmement mortel ces virus-là. Donc on a d'un cas des infections aiguës qui sont anodines, des infections aiguës extrêmement mortelles, et on a des virus qui sont entre les deux extrêmes. Le virus de la grippe, le SRAS, et le Covid-19, le coronavirus, SRAS coronavirus 2. Donc on a des taux de mortalité qui sont non négligeables, mais très très loin de ce qu'on a avec ces virus extrêmement mortels. Alors, à côté de ça, on a aussi des infections virales qui sont persistantes, qui durent longtemps. Et on a deux types de schémas ici. Donc on a des infections virales qui sont latentes, et ici on a une primo-infection qui va être caractérisée par un pic de réplication, des symptômes qui vont se résorber, qui vont disparaître, et ça va donner, on aura l'impression d'avoir éliminé le virus et d'être guéri. Mais en fait non, le virus reste sous forme latente quelque part dans le corps et peut se réactiver périodiquement des années ou des décennies après l'infection initiale. Donc ça c'est le cas pour tous les herpès-virus sont les maîtres pour ça. Le herpès simplex, cytomégalovirus, Epstein-Barr, la varicelle, c'est ça. Donc, la varicelle, quand vous avez une zona à l'âge de 70 ans, c'est le même virus qui vous a infecté quand vous aviez 3 ans. Donc, le virus est resté pendant 60-70 ans dans le corps. Et c'est à ne pas confondre avec des infections chroniques. Donc, lors d'une infection chronique, on a le même schéma avec une primo-infection qui va être accompagnée de symptômes. Les symptômes vont s'atténuer, donc on ira mieux. Mais en fait, il y aura toujours une réplication active du virus tout au long des années qui suivent. Le virus n'est jamais éliminé. Et petit à petit, les symptômes vont revenir et vont avoir tendance à s'aggraver. Et petit à petit, on peut aller vers la mort. Donc typiquement, ça c'est le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C chronique. Donc toujours une réplication active du virus en l'absence de traitement, j'entends. Et il y a quelques virus qui ont un petit peu un mi-chemin entre les deux. Le HTLV1, c'est l'autre rétrovirus qui infecte les humains, qui a des caractéristiques un peu de mélange de latence et d'infection chronique. Ok, donc ça c'est un petit peu le différents types d'infections virales. Donc pour les infections aiguës qui sont plutôt bénignes, donc on les attrape, on tombe malade, ça dure 1 ou 2 semaines, après on va mieux et on ne se réinfecte plus par le même virus. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a la mise en place de la réponse immune cellulaire et c'est ça qui va contrôler la réplication virale. C'est les lymphocytes NK, c'est les CTL qui vont éliminer les cellules infectées. Avant ça, c'est la réponse immune innée qui est probablement ce qui détermine si vous allez vivre ou mourir après une infection par le virus Ebola, par exemple. C'est la mise en place de la réponse immune innée. Ensuite, plus tardivement,
vous allez avoir une séroconversion, vous développez des anticorps spécifiques contre le virus, la réponse humorale, et c'est ça qui confère la résistance à long terme contre l'infection. Alors, chez les infections aiguës, on a des infections qui sont ponctuelles, c'est-à-dire qu'on peut les attraper une seule fois et après on a une immunité à vie. Et on a d'autres infections qui sont récurrentes. Donc les adénovirus, on peut être réinfecté plusieurs fois, soit en gastroentérite, soit en rhume. Les rhinovirus, pareil, on peut être infecté par un rhinovirus tous les ans. Par la grippe, c'est la même chose. Alors, quelle est la différence entre l'infection ponctuelle et les infections récurrentes? Pour les infections ponctuelles, les virus sont caractérisés par un ou un nombre limité de sérotypes, tandis que pour les infections récurrentes, les virus possèdent des dizaines ou plus de 100 sérotypes différents. Sérotype, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anticorps développés contre, je ne sais pas moi, un sérotype 1 d'un rhinovirus reconnaissent et sont spécifiques uniquement de ce sérotype du virus. Ils ne peuvent pas bloquer un autre sérotype du virus. Et donc, l'année prochaine, vous avez développé les anticorps contre le sérotype 1, vous êtes infecté par un rhinovirus de sérotype 2, voilà, vous n'êtes pas protégé. Et c'est pour ça qu'on peut se faire réinfecter plusieurs fois par les mêmes virus. Donc pour la grippe, c'est un peu différent, on verra par la suite. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces infections virales? Pas forcément celui-là. On dispose d'un vaccin efficace contre toutes ces infections, d'accord, qui prévient parfaitement l'infection par ces virus. On n'a pas besoin de se faire vacciner plusieurs fois, sauf pour les rappels éventuellement. Ce n'est pas le cas pour ces virus-là. Pour la grippe, on verra quelle est la problématique. Ok, donc la question d'un sérotype, c'est un concept important, donc je vais revenir sur ça un petit peu. Et c'est lié à ce qu'on appelle la neutralisation d'un virus par des anticorps. Donc la neutralisation, c'est quelque chose que l'on teste dans le laboratoire. Donc si on cherche des anticorps neutralisants dans un sérum, donc on va commencer par préparer une dilution de ce sérum, 1 sur 4, 1 sur 8, jusqu'à 1 sur 500. Et on met en culture cellulaire 10 TCD50 de virus par puits. Donc normalement, en l'absence de sérum, tous ces puits-là vont être infectés. Parce qu'on a mis 10 TCD50 de virus par puits. Donc tout le monde est infecté. Donc on met notre plaque en culture pendant quelques jours, une semaine, et on regarde où est-ce qu'on a un ECP. Et on voit que là où notre sérum est super dilué, tous les puits sont infectés. Là où notre sérum est concentré, les puits sont indemnes de l'infection, c'est-à-dire les anticorps dans le sérum ont bloqué l'infection. Et donc ce que l'on va faire, on fait un graphe avec la proportion de puits avec un ECP et notre dilution de sérum. On cherche la dilution qui bloque 50% des infections, et ça c'est notre titre neutralisant dans le sérum. Donc ici on est à 10, 20, 30, 40, à peu près 1 sur 40. C'est ça, voilà. Donc notre titre neutralisant dans le sérum, c'est 1 sur 40. D'accord ? Alors, si on a deux virus différents, on a deux patients qui ont tous les deux une infection par un rhinovirus, par exemple. C'est par patient A et patient B. Donc on a le virus A et le virus B. Et on prend le sérum du patient A. Donc on prépare notre test de neutralisation avec les deux virus. Alors, le sérum du patient A avec le virus A bloque l'infection. Donc ce sérum est neutralisant contre le virus A. Quand on fait la même chose avec le virus B, il ne fait rien. Il ne bloque pas le virus B.
Donc, les deux virus, A et B, sont de sérotypes distincts. Parce que le sérum qui bloque le virus A n'est pas capable de neutraliser le virus B. Donc ça, c'est la base d'un sérotype neutralisant. Et donc pour les rhinovirus, on connaît exactement la base moléculaire de la neutralisation, enfin pour plusieurs virus d'ailleurs maintenant. Donc on peut, c'est un peu vieux maintenant, mais ce sont des images de microscopie électronique avec une particule virale en complexe, soit avec la partie extracellulaire de son récepteur, l'ICAM1, soit avec un SCV d'un anticorps neutralisant. Donc on voit qu'en fait, l'anticorps neutralisant va s'attacher exactement au même site sur la capside qui interagissent avec le récepteur. Donc du coup, quand l'anticorps va venir ici, va bloquer l'interaction avec le récepteur. Donc c'est pour ça que c'est comme ça que l'anticorps fonctionne. Alors, le problème pour les rhinovirus, pourquoi il y en a tant de sérotypes, c'est que quand on regarde bien, le récepteur va se fixer sur des acides aminés qui sont au fond d'une sorte de crevasse à la surface de la particule virale. Donc on le voit à peu près, ça va être ici, là, dont la crevasse aura à côté de l'axe de symétrie A5, là, c'est au fond. Là. Tandis que les anticorps qui se fixent sur la capside vont faire des contacts ici sur les crêtes. Parce qu'un anticorps, donc ça c'est un domaine de la superfamille IG ici, sur l'ICAM1. Un anticorps, c'est une chaîne lourde et une chaîne légère, donc c'est un peu plus gros, et il a du mal à faire des contacts vraiment à la base ici. Donc, les capsides de virus de différents sérotypes de rhinovirus sont variables ici sur la crête. Donc en fait, les sites qui interagissent directement avec les récepteurs sont conservés, mais les sites qui interagissent avec des anticorps neutralisants sont variables. Donc le virus peut facilement muter ici et il reste parfaitement infectieux parce qu'il est capable de toujours interagir avec son récepteur. Et c'est pour ça qu'il existe autant de sérotypes différents de rhinovirus. Ok, donc on va voir si vous avez compris ça. Ah oui, bonne question ça. Ok, on est bon pour ça là? Ok. Ah, les anticorps neutralisants se fixent sur la capside des virus nus et des virus enveloppés. Qui dit oui? Qui dit non? Ah, la plupart, vous n'avez pas beaucoup réfléchi à la question. La réponse est non. Effectivement, pour les virus enveloppés, c'est les glycoprotéines d'enveloppe qui sont impliquées dans l'attachement et l'entrée. Donc les anticorps neutralisants contre les virus enveloppés vont se fixer sur les glycoprotéines d'enveloppe. Donc la réponse est non pour ça. B, un anticorps neutralisant doit empêcher la fixation d'un virus à son récepteur cellulaire. On va en venir à qui dit oui? Qui dit non? On pourrait penser que oui, mais en fait la réponse est non. On va voir ça après. 1 sur 1000, c'est un fort titre d'anticorps neutralisant. Qui dit oui? Qui dit non? Ah, vous avez bien fait de poser. La réponse est oui. Parce que c'est la dilution qui permet de bloquer les infections. Donc si on dilue à 1 sur 1000, c'est vachement plus fort que si on bloque à une dilution de 1 sur 10. Donc l'échelle marche comme ça, d'accord? Plus la dilution est forte, ça veut dire plus le titre est fort.
C'est comme l'échelle pour titrer à quel point un piment est fort. Vous connaissez ça ou pas? Il faut prendre le piment et le diluer vachement, et le goûter à chaque dilution. Et plus le piment est fort, en plus il va avoir un goût pimenté avec une dilution plus importante. Donc c'est un peu ça, quoi. Ok. D, les anticorps neutralisés se développent une semaine après le début de l'infection. Qui dit oui? Qui dit non? La réponse est non, c'est plus tardif que ça. D'accord? Souvent la séroconversion, c'est 1 mois après. Et donc c'est pas ça qui va résoudre l'infection la première infection, c'est la résistance à long terme. Donc par exemple, si vous avez fait tout un tas de trucs avec tout un tas de copains et de copines, et vous avez un état fébrile, et vous faites un test de dépistage rapide contre le VIH, vous pouvez être séronégatif mais infecté quand même. Parce que la séroconversion peut être 1 mois après l'infection. D'accord ? Donc voilà, anticorps neutralisants plutôt plus tard que ça. Et sur le B là, l'anticorps doit empêcher la fixation d'un virus à son récepteur cellulaire. Ça c'est un mécanisme majeur de neutralisation. Okay? Donc c'est partiellement vrai, B, okay? Mais ce n'est pas le seul mécanisme de neutralisation. Okay? Alors, donc certains virus dépendent d'un corécepteur pour l'entrée. Donc ça peut être aussi un mécanisme de neutralisation. On empêche le virus d'interagir avec son corécepteur. Ou alors d'autres types d'anticorps neutralisants peuvent empêcher le déploiement des domaines de fusion. Donc ce n'est pas l'attachement qui va être empêché, mais c'est plutôt les étapes après pour médier l'entrée. Donc ce qui est important pour les anticorps, c'est qu'ils peuvent être excrétés sous forme d'IgA sur les muqueuses, et c'est pour ça qu'ils sont tellement importants pour prévenir des infections après. Parce que si on empêche l'infection à la muqueuse, on a ce qu'on appelle l'immunité stérilisante. La première cellule ne peut pas être infectée dans tout le corps. Ok, dernière chose, voilà, tous les anticorps ne sont pas neutralisants. Donc ça, c'est un peu le grand problème du développement de vaccins contre le VIH, par exemple. On peut provoquer la formation d'anticorps contre le GP120, mais la plupart de ces anticorps ne seront pas neutralisants, surtout contre les virus qui circulent en réalité, sont des souches cliniques. Ok, donc on va avancer un petit peu sur la grippe. Donc, grippe saisonnière. Donc, on va vers la fin de la saison de grippe actuellement. Je ne sais pas qui a eu la grippe cette année. Ouais, quelques-uns, oui. Okay. Thomas, vous allez, ça va être familier pour vous. Ok, donc infection via la muqueuse respiratoire ou via la bouche, un port de la main à la bouche, et après on a la salive infectée qui est inspirée, qui peut infecter les voies respiratoires supérieures. Temps d'incubation court, donc en moyenne 2 ou 3 jours, on va être fatigué, on va avoir mal de tête, douleur musculaire, fièvre. Tout, pas forcément tout le temps, et pas vraiment le nez qui coule. C'est pas vraiment ça. Donc les symptômes vont persister 3 à 5 jours. Ensuite, on n'est pas toujours top pendant peut-être 2 semaines après. Donc ça peut traîner un petit peu. Donc normalement, ça marche bien, ça se passe bien, mais il peut y avoir des complications, on peut avoir une surinfection bactérienne, ou on peut avoir une pneumonie virale. C'est-à-dire le virus, il va se répliquer pas juste dans les voies respiratoires supérieures, mais également dans le poumon. Et ça, c'est plus grave. Donc bon an, mal an, on a un taux de mortalité inférieur à 0,1% pour la grippe saisonnière, avec probablement un tiers jusqu'à la moitié des infections qui vont être asymptomatiques chez l'adulte bien portant. Okay. Et les personnes qui sont plus à risque, ce sont les jeunes enfants, personnes âgées, et les gens avec une susceptibilité particulière. Donc ces facteurs de risque pour une virus de la grippe sévère, c'est maladie respiratoire ou cardiaque chronique ou un état d'immunosuppression. Quelqu'un qui est greffé d'organes, qui suit des immunosuppresseurs, quelqu'un qui a un sida phase symptomatique, quelqu'un qui a une immunosuppression congénitale.
Et donc ce sont ces personnes-là qui vont être plus à risque d'avoir une infection sévère. Alors, les infections asymptomatiques, c'est un vrai problème, surtout pour les personnes qui travaillent dans l'hôpital ou dans les EHPAD en contact avec les populations susceptibles. C'est pour ça que les vaccinations sont très importantes pour les personnes en contact avec une population sensible. Parce qu'on peut être infecté et pas le savoir et être capable de le transmettre à quelqu'un qui, lui ou elle, va être très très malade. Donc c'est un peu ça la logique des campagnes de vaccination dont le personnel soignant et le personnel dans les centres résidentiels pour personnes âgées. Alors, donc, les infections sont provoquées par, donc les symptômes sont provoqués par le virus de la grippe de type A, H1N1 et H3N2 qui circulent actuellement, et le virus de la grippe de type B. Le type C, ce n'est pas pathogène. Alors H et N sont quoi? Ils sont les hémagglutinines, la neuraminidase qui sont à la surface de l'enveloppe du virus. Et ce sont des anticorps dirigés contre l'hémagglutinine, la glycoprotéine d'attachement et d'entrée, qui sont des anticorps neutralisants. Alors, pour le virus de la grippe, H1, c'est un sérotype. H2, c'est un sérotype. Mais, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que si, imaginez que vous avez toute une collection de souches virales, et vous allez tester la neutralisation de ces souches par différents sérums. Donc, le sérum bleu clair ici va neutraliser les souches A et B. Le bleu foncé va neutraliser les souches B, C et D. Le sérum Sion va neutraliser les souches D, E et F. Et la souche rose va neutraliser G, H, I, et ainsi de suite. Donc, et on va dire que toutes ces souches virales A, B, C, D, E, F sont le même sérotype, le même sérogroupe en quelque sorte. Donc ça peut être H1 et ça va être H2. Parce qu'on a un certain chevauchement dans les spécificités des sérums qui peuvent neutraliser telle ou telle souche. Mais un sérum qui neutralise un virus de souche de sérotype H1 n'est pas capable de neutraliser tous les virus de sérotype H1. D'accord ? Et donc c'est pour ça que, si vous avez été affecté par un virus H1 l'année dernière, cette année, vous pouvez être réinfecté l'année prochaine. Parce que le virus aura peut-être muté entre-temps. Alors justement, les mutations, où est-ce qu'on trouve? Donc ça c'est un monomère de l'hémagglutinine, HA1 et HA2 ici. Donc la tête globulaire, c'est ça qui va se fixer sur l'acide sialique. Et colorié ici, ce sont les sites des acides aminés qui sont mutés d'une saison à une autre. Donc en fait, ce sont ces acides aminés qui sont impliqués dans la fixation des acides, des anticorps neutralisants sur l'hémagglutinine. Et en fait, le virus peut varier à toutes ces positions-là et maintenir la fixation sur son récepteur. Et c'est ce qui se passe d'année en année. À chaque année, la population virale sera sélectionnée. Enfin, les mutations vont apparaître de façon aléatoire et leur persistance est en fonction d'un petit peu du répertoire immunologique de la population dans laquelle le virus circule. Et c'est ce qui mène au phénomène de ce qu'on appelle la dérive antigénique, c'est-à-dire d'une année à l'autre, le virus va muter, il ne reste pas constant. Et c'est ce qui oblige à changer la constitution du vaccin d'année en année. Donc ça c'est un peu vieille comme diapositive, mais néanmoins, il montre un petit peu les modifications de la composition du vaccin antigrippal entre 1970 et 2000. Et en fait, l'H3N2 a muté vachement plus rapidement que le H1N1 sur cette laps de temps. Donc,
ça c'est le dérive antigénique, c'est-à-dire le virus va muter dans le temps. Ça c'est super important pour la vaccination, ça, parce que chaque année, probablement, le comité expert est en train de se réunir maintenant pour prendre des décisions, quelle sera la souche majoritaire dans l'hémisphère nord l'année prochaine. Et en fonction de cette décision-là, les industriels vont produire des vaccins avec telle ou telle souche de virus pour produire le vaccin. Donc, bon an, mal an, la production est plus ou moins bonne. Donc, il y a des années où la souche vaccinale va protéger en fait que contre 50% des souches de grippe qui circulent dans le pays. Et c'est pour ça que des gens disent « Ah, le vaccin, il ne marche pas, je me suis fait vacciner et j'ai chopé la grippe quand même. » Et c'est parce que c'est jamais 100% efficace, le match entre la souche vaccinale et la souche du virus qui circule dans la population. Et c'est parce qu'il faut le prévenir une année d'avance pour laisser le temps aux industriels de faire la production et produire le vaccin. D'accord? Donc, c'est important à garder en tête. Le vaccin marche, mais que lorsqu'il y a un bon match entre la souche vaccinale et la souche qui circule. Donc ça, c'est la grippe saisonnière. Et ce qu'on a observé par le passé, c'est que de temps en temps, on a vu l'apparition des différentes virus de la grippe dites pandémiques, c'est-à-dire on a l'apparition rapide d'une nouvelle souche virale contre laquelle personne n'a d'immunité et qui peut infecter des millions, des centaines de millions de personnes sur 1 ou 2 ans. Et donc ça c'était le cas pour les vagues de grippe de Hong Kong, asiatique, russe, et la plus grande c'était la grippe espagnole il y a une centaine d'années. Et quand on regarde la composition du génome de ces virus pandémiques, c'est toujours soit la transmission d'un virus aviaire vers l'être humain, ou alors un réassortiment entre un virus aviaire et un virus humain, qui donne un virus mosaïque qui peut infecter l'être humain. Alors, la possibilité de former ces nouveaux virus mosaïques, c'est vraiment une conséquence du génome segmenté du virus. Donc, quand on a la même cellule chez la même personne infectée, qui va être infectée par un virus humain et un virus aviaire. Donc les deux virus vont rentrer dans la même cellule. Les ARN, les segments d'ARN génomique vont être répliqués dans la même cellule. Et on peut avoir une co-encapsidation d'un génome mosaïque. Donc on a ici 3 segments génomiques humains et 4, bon il manque un segment génomique. Et des segments génomiques d'origine aviaire. Et donc c'est ce virus mosaïque qui peut être extrêmement dangereux, donc il peut être totalement nouveau sur le plan antigénique, personne n'a d'immunité contre ce virus, mais il pourrait peut-être se répliquer super bien dans des cellules humaines grâce aux segments génomiques qui viennent du virus humain. Donc c'est ce qu'on appelle le saut antigénique ou la substitution antigénique, qui est spécifique pour le virus de la grippe. Donc, les deux processus qui sont liés à la variabilité génétique et du virus de la grippe sont la dérive antigénique et la substitution antigénique. Polymérase ARN, dépendant de l'ARN, qui génère beaucoup de mutants. Donc c'est ça qui permet la dérive antigénique, c'est la nature du génome en ARN qui permet ça. Substitution antigénique, c'est la capacité de former de nouveaux virus mosaïques, c'est parce que le génome est segmenté. Donc, on a, enfin, ok, donc avec le Covid-19, on est en train d'implémenter tous les programmes qui ont été en réponse pandémique, qui ont été vraiment mis en place pour prévenir contre une nouvelle pandémie du virus de la grippe. Et on a mis on a développé ces plans de réponse parce que tout le monde a peur de voir une nouvelle grippe espagnole. Donc, la grippe espagnole était
un événement vraiment très très sévère pendant l'hiver 1918-1919. On entend beaucoup de choses sur le taux de mortalité de ce virus et souvent des choses contradictoires. Donc moi j'ai essayé de trouver les chiffres les plus raisonnables ici. Et on pense que pendant 1 ou 2 ans, il y avait un tiers de la population mondiale qui était infectée, c'est-à-dire 500 millions de personnes, et que le taux de mortalité de cette infection était quelque part entre 2,5 à 5%. Donc 5%, ouais, donc 5%, c'est 25 millions de décès. D'accord? Donc moi, globalement, je pense que 20 à 40 millions de décès sur 2 années, c'est une estimation raisonnablement correcte. Des fois, on entend 50 à 100 millions et tout ça, mais je pense que c'est trop élevé ça, moi. Mais néanmoins, c'était un événement extrêmement, vraiment très sévère partout dans le monde. Et vous demandez un petit peu, regardez un petit peu dans votre arbre généalogique, vous verrez peut-être que vous avez des membres de la famille qui sont morts. Mon arrière-grand-mère et son fils étaient tués par ça. Alors, on voit un peu l'intensité de cet événement parce qu'on a ici l'espérance de vie aux États-Unis par année de naissance, okay, pendant entre 1900 et 1960. Et donc, l'année en année, ça augmente, sauf ici, ça c'est la grippe espagnole. Là. Okay. Donc si vous êtes né en 1918, ça a un impact très très fort sur votre espérance de vie. Et pour la grippe espagnole, ça c'est un peu le taux de mortalité en fonction du tranche d'âge. En pointillé, c'est la grippe saisonnière, donc c'est les très jeunes enfants et les personnes âgées. Les grippes espagnoles, on a cette sorte de courbe en V où des jeunes adultes étaient susceptibles aux formes très sévères. C'était très particulier à cette infection. Alors, quelle était l'origine de cette souche grippale? Certainement occidentale. C'était un virus aviaire qui a réussi à se transmettre à l'être humain. Et quelque part, elle était amplifiée dans les camps militaires. Parce que là, on a beaucoup de gens en proximité, des conditions de confinement, et peut-être quelque chose dans la mentalité militaire qui n'est pas vraiment très sensible pour détecter des soldats. Vous avez la grippe, bon, vous allez faire 10 pompes. Plutôt comme ça. Hein. Donc, mais 2 hypothèses un peu en compétition. Les Américains disent que c'est eux la grippe espagnole. C'était une base militaire américaine où il y avait des premiers cas. Les Britanniques, ils disent que non, la grippe espagnole, c'est à nous. Mais en tout cas, c'est basé sur l'observation d'épidémies. Oui. Ah, mais c'est parce que... Allez, on vient là. Oui, on vient. Qu'est-ce qui explique le forte surmortalité chez des jeunes adultes bien portantes? C'est parce que la pathogénicité est liée à une très forte réponse immunitaire dans le poumon. Et ça, c'est provoqué en partie uniquement par la protéine d'hémagglutinine. Donc ça, c'est une manip qui a été faite, ma foi, en 2004, où on a généré le virus de la grippe saisonnière et on a remplacé son hémagglutinine par l'hémagglutinine de la grippe espagnole. On a infecté des souris, et là, ce sont des coupes de poumons, là, non infectées, grippe saisonnière normale, donc le poumon a l'air sain. Là, avec l'hémagglutinine de la grippe espagnole, super pathogène. Donc on a un infiltrat des cellules immunitaires très très forte et c'est ça qui bousille le poumon. Donc chez les jeunes adultes, une réponse immune robuste, très très intense, c'est ça qui a donné les effets néfastes et les décès. Et donc on a quelques segments génomiques de la grippe espagnole qui étaient liés spécifiquement à un très fort pouvoir pathogène, dont l'hémagglutinine et aussi dans la néoménidase et le PB1. Donc tout le monde personne ne veut revoir une nouvelle grippe espagnole arriver parce que là on est 7 milliards, donc on peut avoir peut-être 200 millions de décès dans l'année si on a quelque chose de cette ampleur-là. Alors, donc c'est pour ça que les grippes aviaires hautement pathogènes sont surveillées. Et puis périodiquement, on a des cas
qui émergent, qui sont transmis à l'être humain et qui peuvent avoir des taux de mortalité très très élevés. Et donc ce que l'on doit faire pour ça, c'est surveiller les infections suspectes chez les oiseaux, chez l'humain, tracer les contacts, les personnes qui sont infectées, il faut voir les contacts, les mettre en isolement et éviter que le virus se répande. Vacciner la population en risque par le vaccin contre la grippe saisonnière et essayer de développer de nouveaux vaccins contre ces formes hautement pathogènes. Et puis si on peut vacciner les oiseaux, on évite aux virus hautement pathogènes de circuler. Pourquoi on veut vacciner des gens contre la grippe saisonnière? Ben, c'est pour éviter qu'il y ait des recombinaisons. Parce que la nouvelle forme très pathogène, ça va être probablement un mélange de deux virus. Donc si on prévient des infections par la grippe saisonnière, on peut éviter de former les recombinants. Ok, donc je vais sauter ça parce que je pense qu'il va falloir avancer parce qu'on a tout le reste à faire là. Donc la grippe espagnole, c'était un exemple d'un zoonose, une infection chez un animal qui se transmet à l'être humain et qui est très pathogène. Et comme je l'avais dit ce matin tout à l'heure pour les plantes, il y a une théorie selon laquelle quand on a une longue période de coévolution hôte pathogène, on tend à une atténuation de la virulence. Et que les virus hautement pathogènes, ça va toujours être un zoonose quelque part. Et en quelque sorte, pour les virus, c'est une hypothèse qui tient la route. Parce que les virus les plus mortels sont des zoonoses, ce sont des virus des autres espèces animales transmis à l'être humain. Le VIH, pareil, ça c'est un virus qui s'est transmis à l'homme il y a une centaine, 120, 150 ans. C'est un nouveau virus. Le SRAS, le Covid-19, pareil, ce sont des virus qui circulent chez les chauves-souris. Et donc, un peu le mystère, un petit peu, c'est la variole. Ça, c'était un virus qui, fort heureusement, n'existe plus, mais qui tuait à peu près 25% des personnes infectées. Et pour l'instant, on n'a pas les moindres idées s'il y avait un autre animal autre que l'humain. Alors, une chose que l'on remarque un petit peu ici, c'est que souvent, c'est les chauves-souris qui sont à l'origine de ces virus hautement pathogènes. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial chez la chauve-souris? Une chose qui a de spécial, c'est que les chauves-souris vivent en colonie avec, on peut avoir 100 000, 200 000 individus dans la même cave, dans la même grotte. Et donc, on a une population suffisamment grande pour qu'un virus circule en permanence. Ce qui n'est pas le cas chez, je ne sais pas moi, l'ours polaire, par exemple. On n'aura jamais un zoonose transmis de l'ours polaire aux Inuits, pas possible. Parce que la distribution des animaux est éparse et une maladie infectieuse comme ça ne peut pas persister dans une population d'ours polaires. Les chauves-souris sont très nombreux dans une zone très restreinte. Donc ils peuvent avoir une circulation continue de maladies infectieuses. L'autre particularité, c'est une publication récente, c'est que en fait, les chauves-souris sont un peu particuliers parce que ils ont un très fort niveau métabolique, mais ils ont une durée de vie qui est assez longue. Et ça viole une sorte de loi générale chez les mammifères, c'est que plus on a le corps qui bat rapidement, plus on meurt jeune. Et donc on a une sorte de relation entre vitesse métabolique et la durée de vie, qui est, bon, bah, nous on a un faible taux de... Ouais, où est-ce qu'on est là? Ouais, body mass. Ouais, non, c'est un peu... Ouais, ok, croyez-moi. Donc, et donc, des chercheurs sont intéressés, ok, comment se fait-il que la chauve-souris peut avoir un taux d'activité métabolique très très élevé, mais néanmoins ne pas avoir des tissus qui s'abîment et qui vont mener à une plus courte durée de vie. Et on pense que c'est cette protéine-là, la NLRP3, qui est impliquée dans la formation de l'inflammasome. Donc l'inflammasome, ça va tuer des cellules par pyroptose.
et libérer de l'IL-1 bêta, qui est un cytokine médié dans l'inflammation. Et c'est aussi un mécanisme dans l'immunité innée. Donc l'idée, c'est que les chauves-souris sont naturellement capables de supporter une infection qui serait pathogène pour nous, parce qu'en fait, ils vont dégainer moins d'inflammation que les autres mammifères. Et ce n'est pas parce que le chauve-souris a évolué pour être résistant au virus, c'est parce que la chauve-souris a évolué pour voler et avoir une forte capacité métabolique et néanmoins vivre plus longtemps. Donc ça, c'est une idée. Moi j'ai bien aimé cette explication parce que c'est un pouvoir explicatif assez important. Donc, il faut éviter d'avoir des maladies transmises par des chauves-souris. Alors, avant de faire le Covid-19, on va changer un petit peu de virus. Et parce que le virus de la grippe, c'était un exemple d'une infection localisée. D'accord ? Donc on a la pathologie qui est déclenchée sur le site initial de l'infection. Donc la poliomyélite, en comparaison, c'est un virus qui donne une pathologie à un site distant. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour la poliomyélite ? Donc c'est un virus qui est transmis par voie orale. Donc le site initial de l'infection, c'est la muqueuse gastro-intestinale. Et en fait, 95% des infections vont être asymptomatiques. La personne infectée va répliquer le virus dans son intestin. Il n'y a même pas de gastro. Mais le virus sera sécrété dans les selles en quantité assez importante. Alors, à peu près 5% des personnes infectées vont avoir des symptômes mineurs, fatigue, un peu de fièvre et tout ça, malaise. C'est une infection généralisée avec virémie. C'est pour ça qu'on est malade comme ça. Et une partie de ces personnes-là vont avoir une phase méningitique. Donc, raideur de la nuque, maux de tête, fièvre, vomissement. Et une partie de ces personnes-là, moins de 1% des personnes infectées, vont avoir une paralysie flasque des membres inférieurs. Donc flasque, ça veut dire c'est pas une paralysie comme ça, tétanée, c'est plutôt mou comme ça, mais incapable de bouger les membres inférieurs. Et cette paralysie flasque va partir des membres inférieurs et va remonter, et ça tue les gens parce que à la fin, ça va paralyser le diaphragme et les gens ne peuvent pas respirer et puis ils meurent. Donc ça va être 5 à 10% de ces moins de 1%. Et pour les gens qui récupèrent, ils vont avoir des séquelles permanentes plus ou moins importantes. Donc un handicap à vie. Alors, les taux de paralysie sont variables selon le sérotype du virus. Il y a 3 sérotypes de la poliomyélite. Et le plus néfaste, c'est le sérotype 1. Et ça, c'est à peu près une personne sur 200 infectée qui va avoir une paralysie. Pour le sérotype 2, c'est 1 sur 2000. Donc, on essaye depuis une trentaine d'années maintenant d'éradiquer totalement ce virus. Et pour cela, on dispose de 2 vaccins qui sont le vaccin anti-poliomyélitique injectable, le IPV, et le vaccin anti-poliomyélitique oral, le OPV. Donc l'IPV, donc injectable, c'est un virus inactivé. Mais son inconvénient, c'est que le coût par dose, c'est plus élevé et il faut un professionnel de santé pour faire l'injection. Pour le OPV, le coût par dose, c'est beaucoup plus faible et c'est beaucoup plus facile à administrer parce qu'il faut juste avoir quelqu'un avec un minimum de formation, on donne des gouttes sur la langue et ça marche. Mais le grand problème avec l'OPV, c'est que c'est un virus atténué, c'est-à-dire le virus est
capable de se répliquer dans l'intestin de la personne vaccinée. Et éventuellement, la souche vaccinale peut accumuler des mutations pour faire une inversion vers une forme pathogénique. Ça, c'est super dangereux. Le mode de protection des deux vaccins, c'est un peu différent. Pour l'IPV, on génère des anticorps dans le sang et on va protéger contre la virémie, la forme méningitique, la paralysie. Mais on peut être infecté et répliquer le virus dans l'intestin. Tandis que pour l'OPV, on génère l'immunité muqueuse et du coup, on est réellement résistant à l'infection. Alors, les souches vaccinales pour l'OPV ont été développées à partir des années 1940 en essayant de passager le virus en culture cellulaire et en testant la souche virale pour sa pathologicité chez le primate. Et donc, on a réussi à obtenir différentes souches atténuées pour les 3 sérotypes et pendant les années 1950. Et donc, la souche vaccinale qui est utilisée maintenant a juste 4 passages en culture par rapport à la souche développée en 1956. Ça, c'est parce qu'on sait que le virus peut muter et le phénotype atténué risque d'être très instable. Donc, si on passe le virus en culture plein de fois, on risque de perdre ce phénotype inoffensif. Et donc, qu'est-ce qui rend les souches vaccinales non nocives? On a pu séquencer les génomes des souches vaccinales et les analyser et comparer contre les souches sauvages. Et en fait, pour les 3 souches vaccinales, les mutations qui sont importantes pour l'atténuation se trouvent à différents endroits, dans la protéine de capside et dans l'IRS. Ce sont 2 sites importants. Donc dans la capside, on va influencer sur la stabilité de la capside et sa capacité d'infecter les cellules. Sur l'IRS, on va impacter l'efficacité de réplication du virus dans la cellule. Mais on a un gros problème pour le sérotype 2, parce que le phénotype atténué est vraiment lié à 3 sites seulement dans le génome. Donc le virus a besoin de muter 2 ou 3 sites seulement, et puis il redevient pathogène. Ça, c'est un vrai problème, ça. Parce qu'actuellement, la souche sérotype 2 sauvage a été éradiquée, mais le sérotype 2 dérivé du vaccin existe encore. Ok, donc on en est pour la campagne de vaccination. L'idée, c'était qu'on devait avoir éradiqué le polio en 2005. 15 ans plus tard, on n'est toujours pas là. Vers la fin du siècle dernier, on était proche d'avoir éliminé la poliomyélite du continent africain. Mais malheureusement, on a des intégristes dans le nord de Nigeria qui disaient que tout qui était lié à l'Occident était mauvais, y compris la vaccination. C'était un complot pour tuer des Africains. Et du coup, on a eu beaucoup de refus de vaccination dans le nord ici et une recrudescence de la circulation du virus de poliomyélite de type 1 et de type 3. Et on est toujours en train d'essayer d'éradiquer cette infection. Donc actuellement, on a des foyers de persistance de poliomyélite en Pakistan et dans la frontière avec l'Afghanistan. Je pense que c'est pas près de s'arrêter. On va essayer de faire ça. Ouais, on a une demi-heure qui reste, donc on va redonner. Ouais, ok. Donc on va... Attends, je vais cliquer sur ça, on va voir. Comment même. C'est chiant ça, pourquoi? C'est super chiant. Bon, ok, bon, il ne veut pas me montrer. Ok, bon, on va faire des questions parce que j'ai été un peu rapide sur la poliomyélite. On va voir s'il faut revisiter certaines choses.
OK pour ça? Alors le A, qui dit oui? Qui dit oui, c'est vrai ça. Je n'ai pas dit, mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on peut espérer éradiquer le virus par une campagne de vaccination. Il n'y a pas de réservoir animal, donc si on l'élimine de l'espèce humaine, on va éliminer le virus. Les 3 sérotypes sont toujours en circulation. Qui dit oui? Qui dit non? C'est non. Le sérotype 2 sauvage n'existe plus. Le vaccin, c'est un complot occidental. J'espère que personne ne dit oui. Mais non, mais c'est pour ça que des gens résistent à la vaccination. Ils pensent ça. Le vaccin oral, l'OPV, peut provoquer des cas de poliomyélite dans l'entourage de la personne vaccinée. Qui dit oui? Qui dit non? Ouais. La réponse est oui. Parce que ce qui se passe, c'est que la souche vaccinale chez la personne ou l'enfant vacciné va se répliquer dans l'intestin, ne va pas provoquer une poliomyélite chez la personne vaccinée, parce que le temps que le virus mute, on a déjà un peu le temps pour la réponse immunitaire de se mettre en place. Donc la personne vaccinée ne développera pas de symptômes, mais il peut excréter des formes sauvages, des revertants dans ses selles, et qui peuvent être transmis à quelqu'un d'autre. Donc si quelqu'un dans l'entourage n'est pas vacciné, elle peut choper un virus redevenu pathogène, mais qui est dérivé de la souche vaccinale. Donc voilà, donc la résistance contre les campagnes de vaccination, c'est pas que non, je ne veux pas me faire vacciner ni mes enfants. Il y a des gens qui vont aller tuer, assassiner les vaccinateurs. Hein. Donc au Pakistan, il y a plus de 70 tués depuis 2012. En Nigeria, en 2013, 9 assassinés en 2013. Et maintenant, il faut aller sous garde armée dans certaines régions du Pakistan. Donc vraiment, il y a des gens qui préféraient tuer quelqu'un plutôt que d'éliminer un virus qui va estropier des enfants si on ne fait rien, quoi. Donc c'est super enrageant. Techniquement, on a tout ce qu'il faut pour éliminer ce virus-là, mais c'est juste la stupidité humaine qui donne ce virus sa chance de survivre, quoi. Ok, donc ça c'est un petit peu le résumé jusqu'à là. On a un petit vingtaine de minutes pour faire, on va faire le résumé là. Donc à ne pas oublier, donc pour les infections virales, il y a une grande diversité en types de pathologies qui peuvent être, on peut avoir des infections asymptomatiques, on peut avoir des infections 100% mortelles et tout ce qui est entre les deux. Pour les infections aiguës, là où on peut développer une immunité à long terme contre le virus, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul ou un nombre limité de sérotypes du virus. Pour le virus de la grippe, n'oubliez pas les 2 mécanismes qui sont derrière la diversité du virus, la dérive antigénique et les substitutions antigéniques. Et cette idée que, chaque fois qu'on a une infection, un virus très très pathogène, souvent c'est lié à une zoonose. Et pour la poliomyélite, les problèmes liés à la souche de vaccin oral. Ok, donc pour les coronavirus, donc j'essaie de ménager peut-être une demi-heure ou 25 minutes pour faire le point sur les coronavirus. Donc la famille des coronaviridae, ça fait partie des virus ARN brun plus. Et chez les coronaviridae, on a 2 sous-familles, les torovirinés et les coronavirinés. Et on a 4 genres de coronavirinés. Donc, les alpha et les bêta infectent des mammifères. Et les gamma et les delta infectent des oiseaux. Donc, les coronavirus s'appellent comme ça à cause de leur morphologie en microscopie électronique. Donc, la glycoprotéine de spicule, glycoprotéine d'enveloppe, forme une sorte de couronne autour de la particule qui a une forme sphérique. Donc on a des particules d'à peu près 120 nanomètres de diamètre qui entourent une nucléocapside hélicoïdale, donc l'ARN brun plus associé avec une protéine de nucléocapside
en une sorte de corde qui est repliée à l'intérieur de la particule virale. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la particule? Donc, protéine de spicule nécessaire pour la fixation au récepteur. N, qui est la nucléocapside. Ouais. Donc M, la protéine de membrane, pas protéine membranaire, nécessaire pour l'assemblage, le bourgeonnement de la particule virale. Et E, c'est nécessaire pour la forme sphérique et la libération. Alors, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de faire les différentes étapes de cycle de réplication. Attachement, entrée, expression, réplication et formation de particules et libération. Donc l'attachement et l'entrée, c'est la protéine de spicule. Et selon le type de coronavirus, le récepteur sera un peu différent. Donc le coronavirus 229E, c'est un alpha coronavirus responsable des infections saisonnières. Donc on a 10 à 15% des infections respiratoires chez l'enfant qui arrivent à l'hôpital qui sont dues au coronavirus, des alpha-coronavirus. Donc le récepteur, c'est le aminopeptidase N, aminopeptidase. Pour le coronavirus de SRAS et le COVID-19, c'est l'angiotensin converting enzyme 2. Et pour le MERS, coronavirus de MERS, c'est dipeptidase 4. Donc, chacune de ces récepteurs, c'est toujours un exopeptidase. Je ne sais pas quelle est l'importance de ça, si c'est un hasard ou pas, mais toujours un exopeptidase. Et ce qui va être important pour la pathologie ici, c'est que le récepteur ACE2 est exprimé dans le poumon. Et tandis que la ANPEP est exprimé plutôt dans les voies respiratoires supérieures. Alors, donc, fixation sur le récepteur, internalisation par endocytose. Ensuite, l'endolysosome sera acidifié et c'est l'activation des protéases cellulaires dans l'endolysosome qui va être nécessaire pour déclencher la fusion membranaire. Alors, comment ça marche? Donc, ici, c'est un trimère de la protéine de spicule d'un alpha-coronavirus, il me semble, pas de SRAS. Et donc, on a la forme active, c'est un trimère. Et donc, ça, c'est un monomère avec le domaine de fusion ici et les domaines de fixation sur le récepteur qui sont ici. Donc, le CTD, domaine C-terminal de la spicule 1, c'est ça qui est responsable de la fixation sur le récepteur. Et pour séparer, pour activer la fusion, on a besoin de cliver cette partie-là, domaine de fixation sur le récepteur, de cette partie ici, domaine de fusion. Et donc on a deux sites de clivage protéolytique ici, qui sont clivés par les protéases catepsine B et L dans la cellule infectée. Ce n'est pas une protéase virale, c'est une protéase cellulaire qui fait ça. Et ici, on a des structures en hélice alpha, donc c'est un domaine de fusion de type 1. La même chose que la grippe, la même chose que le VIH. Et donc, si on n'a pas cette acidification de l'endolysosome et l'activation des protéases cellulaires, le virus ne peut pas rentrer. Ça va être important par la suite. OK. Donc, une fois que l'ARN rentre, là, c'est son génome, complexe comme génome. Les coronavirus sont les virus ARN les plus grands dans le virosphère. Okay, donc, génome de 30 kilobases de longueur. Donc, normalement, ça ne doit pas être permis pour un virus ARN, parce qu'on considère que les polymérases ARN
ne peuvent pas corriger des erreurs lors de leur application. Et au-delà d'une certaine longueur de taille de génome, il y aura trop d'erreurs et le virus ne pourra pas se répliquer. Et en fait, l'ARN polymérase des coronavirus peut corriger des erreurs. Donc la polymérase a une plus forte fidélité que les polymérases ARN des autres virus. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un génome aussi lent pour un virus ARN. Alors, comment ça marche, ce génome-là? Bon, ben, on va voir. Donc, on a deux polyprotéines codées dans la partie 5', protéines de spicule, les différentes protéines de suture et une ribambelle de protéines non structurales dans la partie C3' du génome. Alors, ce qui se passe, c'est que l'ARN va entrer dans la cellule. Initialement, nos ribosomes va s'attacher à l'extrémité 5' et va commencer à traduire les deux polyprotéines, PP1A et PP1AB. Et il peut continuer à traduire à partir du codon stop ici par un mécanisme de glissement ribosomal et il lit à travers le codon stop. Donc on a deux polyprotéines qui sont exprimées, dont une partie code pour la polymérase ARN dépendant de l'ARN. Et une autre partie code pour des protéases. Donc ces protéases virales vont cliver la polyprotéine dans les différentes protéines fonctionnelles. Et l'ARN polymérase virale va synthétiser l'ARN brun-moins et il va permettre aussi la synthèse des différents ARN messagers à partir de cet intermédiaire en ARN double point. Donc c'est comme ça qu'on a l'expression des gènes viraux. Deux choses importantes, polyprotéines, protéase virale, ARN polymérase virale. Ce sont les enzymes virales essentielles pour la réplication. Et aussi, puisque c'est un super enzyme qui fait tout, l'ARN polymérase des coronavirus est capable de rajouter une coiffe en 5' et rajouter un poly-A sur les ARN messagers viraux. Donc pas dépendant de la cellule hôte pour ça. Alors, l'assemblage et la libération, c'est où? C'est dans le compartiment qui s'appelle le ER Golgi Intermediate Compartment. Donc, on peut le voir ici. Donc, ça, c'est le réticulum endoplasmique ici, rugueuse, avec des ribosomes attachés. Et ça, c'est le Golgi. Et les particules de coronavirus forment par embourgeonnement entre les deux. Là. Et donc ça, c'est coordonné par la protéine M. Ok, donc ça, c'est la virologie de base. Qu'en est-il pour les pathologies? Donc les alpha-coronavirus, donc les coronavirus un peu saisonnières qui circulent tous les ans. Responsables de l'infection respiratoire saisonnière ou éventuellement des pneumonies, des gastroentérites. Et on les retrouve dans 10%, chez 10% des enfants hospitalisés en France avec des symptômes respiratoires. Donc, bon an, mal an, on a un bon nombre d'infections à coronavirus partout dans le monde. Alors, la population en risque, c'est les jeunes enfants, les personnes âgées, personnes immunodéprimées. C'est un peu le même profil que pour la grippe saisonnière. Alors, donc il y a une étude en 2018, une étude sur une communauté à New York. Ils avaient testé les enfants en ville et les enfants hospitalisés pour regarder qui avait été positif pour un coronavirus saisonnière et quels étaient leurs symptômes. Donc, à chaque fois ici, on a les pourcentages. Ici, c'est les enfants coronavirus positifs en ville, donc pas assez malades pour être hospitalisés. Et ça, c'est pour les enfants coronavirus positifs dans l'hôpital. Donc, la plupart du temps, donc, on a une congestion nasale, où les enfants avaient une congestion nasale, tout, fièvre, principalement chez les enfants hospitalisés, pas vraiment pour les cas en ville. Et wheezing, c'est un sifflement quand on respire, quand le clinicien va ausculter l'enfant. Donc 0%, donc pas vraiment d'atteinte pulmonaire dans la plupart des infections en ville, 20% des infections chez l'hôpital. Et la durée des symptômes, bon, 7 jours à peu près. Donc ça, c'est un peu le... Ouais, voilà, 2018. Donc ça, c'est ce que ça donne, coronavirus saisonnière. Alors, qu'est-ce que ça donne les bêta-coronavirus, donc le SRAS et le Covid-19?
Attends, je vais faire tout. Ok, donc pour le SARS, pour le SRAS. Donc ça, c'était une épidémie en Chine entre 2000 et 2004, mais il y avait des foyers d'infection un peu partout, notamment dans la communauté un peu chinoise au Canada. Donc cette étude-là a été publiée sur 144 patients à Toronto. Donc qu'est-ce qu'on avait? Donc on avait une phase d'incubation de à peu près une semaine. Tout le monde avait de la fièvre à l'hôpital, tout le monde avait une toux sèche, myalgie 50% et taux de mortalité de 6,5%, non négligeable. Donc ici, c'est un publié de cette année sur un site à Wuhan, là, 99 patients hospitalisés, pareil, phase d'incubation à peu près 6 jours, fièvre presque tout le monde, toux sèche, myalgie un peu moins, radio pulmonaire anormale 90%, détresse respiratoire sévère, 17%. Ils avaient 11% de décès dans cet hôpital-là. Donc, non négligeable, quand même assez méchant. Et donc, là, j'ai arrêté de compter le 1er mars, c'était dimanche. Donc, le 1er mars, on était à 86 000, 87 000 cas et presque 3 000 décès. Et ça, c'était le ratio 3,4% de décès parmi les cas. Il faut faire attention avec ça, parce que ce n'est pas vraiment le case fatality rate. C'est quoi le case fatality ratio, le CFR? C'est la proportion des patients infectés qui vont mourir. D'accord? Mais ça, c'est super difficile à mesurer sur des chiffres comme ça, parce que ce qu'il faut faire pour vraiment mesurer ça, c'est on étudie 1000 personnes, on sait qu'ils sont tous positifs, et ensuite tous ces 1000 personnes. Mais sur ces chiffres-là, on ne sait pas si tous les cas sont vraiment comptés. S'il y a des cas assez bénins ou asymptomatiques, on ne va pas les compter. Dans ce cas-là, on va surestimer le CFR. Mais il y a un autre effet, c'est que il y a un délai entre le diagnostic et le décès. Donc dans ce cas-là, si on prend ce chiffre-là, on divise par l'autre, on peut peut-être sous-estimer le CFR. Donc moi, c'est pour ça que tout le monde a une difficulté, a beaucoup de mal à dire quel exactement est le taux de mortalité de ce virus. Donc moi, j'ai pris un petit peu les différents sites, là où on a plus de 1000 cas, où on avait plus de 1000 cas en dimanche. Et en fait, par site, le ratio décès par cas est très très différent. Donc à Wuhan, on est à 4%. Peut-être là, ils avaient peut-être vachement plus de cas que ça en ville. Et c'est peut-être une surestimation de leur CFR. Par exemple, pareil, en Iran, là, 7%, c'était super louche ça. Ils n'avaient pas 600 cas, ils avaient peut-être 6000. Ici, on ne sait pas pourquoi leurs taux de mortalité sont si faibles, ailleurs en Chine. Et peut-être la meilleure estimation pour le taux de mortalité, c'est ça pour moi. Parce que c'est sur le paquebot, c'est une population confinée, on sait qui est là, qui n'est pas là, pratiquement tout le monde a été testé. Donc je pense que ces chiffres-là sont probablement exacts. Donc pour moi, l'estimation de le case fatality ratio, probablement autour de 1% actuellement. Donc comment on va contrôler la transmission de cette infection? Donc en 10 minutes, on va essayer de faire un petit peu d'épidémiologie infectieuse ici. Donc l'idée c'est que, on va essayer de faire une population de 100 cases ici, là, avec une première personne qui est infectée ici. Et donc, dans le premier cycle de réplication, 3 autres personnes vont être infectées. Chacune de ces personnes infectées vont infecter 3 autres. Et la première personne va guérir. Il va devenir immune contre le virus. Donc on a un taux de mortalité de 0 ici, dans cet exemple. Et donc, petit à petit, on va avoir plus en plus de personnes infectées. Et avec, à la fin, tout le monde aura été infecté. Mais à la fin, le virus va arrêter de se transmettre parce qu'il aura infecté tout le monde. Il ne trouvera plus d'autres susceptibles. Donc, si on met ça sur un graphe, on a le nombre d'infections par jour. Ici, ça c'est la ligne bleue. Le nombre d'infections cumulées, c'est ici. Là. Donc, sur les phases initiales, on a une montée exponentielle du nombre de cas par jour et du nombre de cas total. Et les cas totaux en rouge, ça ont tendance à s'aplatir une fois que le virus a touché toutes les personnes infectées. Et donc, dans le contrôle de l'infection, donc on ne veut pas que le virus infecte 7 milliards de personnes sur la planète. L'idée, c'est qu'on essaie d'éviter ça. Donc,
ce qu'il faut voir, c'est ce chiffre-là, le R0, c'est extrêmement important. Là. Donc ça, c'est le nombre de nouvelles personnes infectées à partir d'une seule personne infectée. Et ça va être différent pendant la phase d'évolution de l'épidémie. Donc le R0, c'est le taux de reproduction du virus au début de l'épidémie. C'est pour ça que c'est le R0. Et donc ici, dans notre exemple-là, R0 était égal à 3. Une personne infectée infectait 3 autres personnes. Super important de connaître ça, parce que cela indique quelle est la proportion des infections qu'il faut bloquer pour que l'épidémie s'éteigne. Parce que si R0 est inférieur à 1, bah, l'épidémie va s'éteindre, parce que chaque personne infectée infectera moins d'une personne. Donc pour d'autres virus, oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, c'est un petit peu les estimations du R0 pour différents virus. Donc pour le SRAS, il y a 18 ans, on estime que le R0 était entre 2 et 3, donc il fallait bloquer 50% ou 2 tiers des infections pour contrôler l'épidémie. Donc quel est le numéro pour le SARS-CoV-2? Donc l'OMS, il y a une semaine ou deux, disait que c'était inférieur à 2. D'autres trucs il y avait une public que j'ai trouvé qui essaie de faire un petit peu le somme de l'ensemble des différentes estimations. Médiane de 2,8 estimée là, sur le début de l'infection en Chine, mais probablement c'est vachement plus que ça. Parce qu'en fait, ce virus s'est disséminé vachement plus que le SRAS il y a 18 ans. Donc à mon avis, le R0 est vachement plus que 3. Probablement on est vers la partie supérieure ici. Et ça c'est important parce que ça voudrait dire que pour bloquer la transmission de l'épidémie, il va falloir bloquer facilement 67 ou 80% des nouvelles infections. Pas facile ça, pas facile du tout. Bon, mais en Chine, c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'à partir du 23 janvier, ils ont bloqué toute la ville de Wuhan, les routes étaient fermées, tout le monde était obligé de rester chez lui. Tous les cas étaient identifiés et hospitalisés. Et on voit que ça, c'est la courbe d'infection cumulée en Chine, sur une échelle logarithmique ici. Et on voit que ça s'aplatit là. On approche vers 100 000 cas. Alors, si on n'avait pas fait ça, s'ils n'avaient pas fait ça, dans cette partie-là, c'est une augmentation exponentielle, on serait arrivé à quelque chose comme 5 millions de cas en Chine à la fin, au 1er mars. OK? Oh, je suis sûr que j'avais mis des trucs. Ah, il me lève ça. OK, donc là, c'était super important ce qu'ils ont fait en Chine. Donc, ils ont bloqué l'infection et il y a probablement 5 millions d'infections de moins que ceux qui l'auraient fait. Alors dans le reste du monde, là, donc ça c'est jusqu'au 1er mars, le nombre de cas en dehors de la Chine. D'accord? Et donc là, on est encore dans la phase exponentielle ici. Tout ça, c'est une ligne droite ici, sur l'échelle logarithmique. Donc, ma prédiction ici, donc soit c'est comme ça, et on aura peut-être 100 000 cas d'ici un mois, à la fin du mois de mars, ou alors peut-être, qui sait, peut-être la courbe va partir comme ça. Donc là, on est probablement entre 100 000 et 1 million de cas partout ailleurs dans le monde, en dehors de la Chine. Et c'est pour ça que tous les gouvernements essayent de mettre en place des systèmes de lutte contre le virus. Donc, la stabilisation en Chine montre que c'est possible de contrôler cette épidémie, ce n'est pas impossible. Mais évidemment, c'est plus facile quand on a un cas plutôt que 1000 cas qui arrivent en même temps. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé en Italie du Nord. Déjà, on avait pratiquement immédiatement une centaine de cas, et après, c'était impossible de le bloquer, là. Donc, est-ce que tous les pays sont prêts pour faire ça? Est-ce que tout le monde a les moyens? Je ne suis pas sûr que ça marchera très bien en Irak, en Syrie, en Iran. Même aux États-Unis, il y a des questions comme si vous dites à tout le monde qu'ils doivent rester chez eux quand ils ont des symptômes et pas aller au boulot. Si vous n'avez pas de sécurité sociale, ça ne va pas bien marcher. Donc des pays comme les États-Unis ne sont pas très très bien armés pour lutter contre une infection comme ça. Une chose que tout le monde est en train de se dire, c'est que peut-être on aura une transmission qui va être moins efficace pendant l'été, parce qu'en fait, les coronavirus qui circulent normalement ont une transmission saisonnière.
Donc avec une pic de transmission décembre, janvier, février. Donc voilà, tout le monde espère ça. Là. Donc en Italie, c'est ce qu'ils espèrent. Ils disent, on va fermer les universités et les écoles pendant 2 semaines. Et il va faire plus beau et ça ira mieux après. Mais ce n'est pas certain ça, parce que les souches pandémiques semblent ne pas se comporter comme des souches saisonnières. Donc tout ce qu'on peut dire, ouais, ici on a la chance, peut-être que oui, peut-être c'est vrai. Peut-être pendant l'été, on aura beaucoup moins de transmission et tout le monde va dire, ça va. Mais ce n'est pas garanti. On ne peut pas vraiment prédire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire donc moi, je ne suis pas très optimiste pour le contrôle de l'épidémie. Je pense que là, on est entré dans une phase où on va avoir énormément plus de cas partout en France et partout en Europe et partout dans le monde. Mais je suis plus optimiste pour les soins, pour les thérapies, parce qu'il y a des molécules qui vont inhiber la réplication du virus, au moins en culture cellulaire. D'accord ? Donc on met le virus, on met différentes quantités de différentes molécules antivirales et on voit si le virus est capable de se répliquer dans les cellules. Donc, différentes molécules, la chloroquine, donc c'est un antipaludique, et il empêche l'acidification de l'endolysosome de la cellule infectée.